Maman, Julien est mort. Il est enterré dans la terre noire. Je veux un autre nom. Je dois créer un personnage suffisamment fort et puissant pour piétiner le cadavre de Julien qui ne cesse de me hanter. Hugo Oriot, bonjour. Bonjour. Merci de nous ouvrir ta tête d'artiste. Donc, tu écris et tu joues au théâtre. Où te sens-tu le plus à l'aise? Sur scène ou en écrivant? C'est très différent, c'est des processus très différents, mais j'ai toujours été un peu dilettante parce que quand j'ai fait de la réalisation aussi, enfin, ça peut m'aurait arrivé de temps en temps. À un moment j'ai fait beaucoup de théâtre, la réalisation me manquait, donc je me suis débrouillé pour en refaire, et quand je faisais de la réalisation, jouer me manquait. Et ensuite j'ai commencé à écrire vraiment à 30 ans finalement, quand j'ai sorti L'Empereur c'est moi. Et alors dans le processus d'écriture, ce qui est très différent, c'est que c'est un processus solitaire, solitude totale. Il y a une forme de solitude chez le comédien, mais le comédien, il est déjà dépendant du désir d'un autre, mais il doit agir en fonction de son partenaire. C'est quelque chose, le théâtre, qu'on fait toujours avec les autres. On fait toujours un compromis avec un espace, avec des partenaires, une contrainte de mise en scène, des contraintes de jeu. On est obligé, c'est ce qui fait la beauté de cet art-là aussi. Mais c'est nécessairement un art où on a besoin des autres. On a besoin du régisseur, on a besoin de la lumière, tous ces paramètres-là, on doit arriver ensuite à trouver sa liberté dans tout ce processus-là. L'écriture, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite d'espace, de temps, il n'y a aucune contrainte comme ça. Et donc là, c'est ça qui est effrayant aussi. Mais en même temps, c'est ça que j'aime dans ce processus-là, c'est que tu es entièrement libre. Personne ne va t'arrêter, tu peux aller où tu veux. Et les seules contraintes qui vont se mettre, elles vont se mettre petit à petit en fonction de ce que tu vas écrire. Et là, ça va dessiner quelque chose, un plan. Mais moi, quand j'écris, j'ai pas de plan. Le plan, il se construit petit à petit. Et ensuite, à partir de là, je commence à avoir une structure. Enfin, je sais que l'écriture, c'est quelque chose, ça pour le coup, que je m'arrêterai jamais de faire. Ouais. C'est là, pour moi, c'est devenu un terrain indissociable de ma vie en tout cas. Et qu'est-ce qui t'y a mené à l'écriture du coup? Alors, ce qui a mené à l'écriture, c'est que déjà ma mère est écrivain, donc j'ai un peu baigné dedans. Et ma mère m'a toujours poussé depuis que j'étais petit à écrire. Elle m'a toujours dit un jour tu écriras, tu dois écrire. Bon, puis moi, je me sentais pas prêt ou j'avais pas envie d'y aller. Bon, et à un moment donné, quand j'ai commencé à écrire le livre, j'ai écrit L'Empereur à 30 ans. L'Empereur c'est moi. L'Empereur c'est moi. Et puis, en fait là, je l'ai écrit en 2 semaines. En 2 semaines, je suis revenu, j'avais mon manuscrit. Il a été publié quasiment en l'état. Mais en fait, j'ai écrit en 2 semaines L'Empereur parce que, quelque part, ça faisait 15 ans que c'était quelque chose que je m'efforçais de cacher au monde, que j'enterrais. Je voulais absolument enterrer ce passé, c'est-à-dire que de 0 à 15 ans, j'étais marqué par tout ce qui est de l'ordre des symptômes de l'autisme, tout ça. Enfin voilà, un enfant silencieux qui tourne des roues, qui fait des gestes répétitifs. Et petit à petit, avec le combat qu'a mené ma mère et le combat que j'ai mené, je suis arrivé à devenir insoupçonnable à un moment donné, c'est-à-dire à l'âge de 15 ans au niveau de ma présentation. J'avais plus aucune stéréotypie, j'avais gommé tout ça, comme un rôle de composition. Et ensuite, de 15 à 30 ans, j'avais tellement été amené par le regard des autres à devenir une forme de bouc émissaire, enfin toujours dans une forme d'exclusion. Je me suis dit maintenant que j'ai les clés et les codes sociaux pour me maintenir, je vais me maintenir et surtout, personne ne doit savoir mon passé, personne ne doit savoir d'où je viens, personne ne doit savoir ce qui s'est passé. Je me refais un anonymat, exactement comme un témoin en programme protégé, tu vois. T'as eu l'impression de jouer un personnage du coup entre 15 et 30 ans? Ouais, complètement, c'est-à-dire que mais sans m'en rendre compte des fois, c'est-à-dire que c'était même devenu un réflexe, mais surtout c'est que j'ai enterré toute mon enfance, tout ça, je voulais absolument pas y revenir. Et à un moment donné, surtout quand tu fais quand tu es comédien, et à un moment donné, quand tu fais te faire appel à des choses profondes en toi, s'il y a des choses comme ça que tu bloques, des choses, par exemple, là c'était comme refuser de vivre ce que j'étais, je refusais de porter mon histoire, de l'assumer. Et à un moment donné, quand tu dois jouer, ça t'empêche de faire des choses. Et là je sentais en fait une limitation, j'avais fait un travail de comédien dans ma vie, et là je devenais comédien professionnel, et là je prenais conscience des limitations dans lesquelles je me trouvais. Et à un moment donné, il a fallu, c'est venu d'un coup dans ma tête, je me suis dit il est temps là d'aller réveiller les fantômes du passé, d'aller creuser, et donc je suis allé raconter mon histoire. Mais quand j'ai écrit L'Empereur, j'étais directement dans une optique de l'écrire pour qu'il soit lu. À aucun moment j'ai songé à l'écrire comme un journal intime que je glisserais dans un tiroir pour me soulager ma conscience. J'étais dans une optique déjà de projet formel.
Je voulais l'adresser, enfin raconter une histoire, en l'occurrence mon histoire. Et déjà quand je l'écrivais, au bout des 10 premières pages, j'ai eu envie de jouer ce texte. Et pour moi, c'était une suite logique, parce que finalement, cette histoire raconte l'histoire de la naissance d'un Parce que comédien. tu l'as adapté au théâtre. Elles m'ont mis de la viande dans la bouche. Alors moi, je l'ai gardée dans ma bouche tout l'après-midi jusqu'au soir. Quand maman est venue me rechercher, elle a trouvé que j'étais bizarre. Elle a compris. Elle a glissé sa main sous mon menton et m'a dit de recracher, ce que j'ai fait. Soulagé. Donc tu y racontes ton enfance et ton adolescence. Et qu'attendais-tu de tes lecteurs du coup, puisque tu voulais leur transmettre Ouais, ça. alors moi, C'était quoi tes ce que je attentes? voulais faire, le lecteur, il y a la manière dont le livre évidemment a été présenté, parce que bon, les éditeurs ont toujours besoin de présenter un produit dans une ligne, quoi, c'est leur métier, et donc ça a été présenté sous l'angle évidemment de l'autisme, c'est-à-dire et ce qui est vrai, ce qui est pas faux. Mais moi, j'ai pas voulu à aucune seconde faire un livre sur l'autisme. Pour moi, faire un livre sur l'autisme, je suis pas scientifique, je suis pas un professionnel de l'autisme. Je suis un prototype, mais c'est très différent. Et donc, à aucun moment j'ai voulu. D'ailleurs, le mot autisme n'est pas cité une seule fois dans mes lignes. Le mot n'apparaît jamais. Parce que D'ailleurs, je n'ai pas cité non plus une seule fois dans mon interview. oui, c'est vrai, c'est vrai, j'ai vu. Et donc, en fait, du coup, moi, c'était pas un livre sur l'autisme. Je voulais raconter une histoire qui aille au-delà de l'autisme, qui soit universelle, dans le sens où ce que j'ai vécu, je pense que c'est pas forcément. Il y a plein de personnes qui n'ont rien à voir avec l'autisme, qu'on peut vivre des moments comme ça. C'est-à-dire des moments où tu te sens pas à ta place, où tu n'arrives pas à trouver une place, où tu te sens exclu d'un groupe, où tu n'arrives pas à trouver quelle danse tu vas faire dans la comédie sociale, où tu te sens décalé, le décalage. Et ça, pour le coup, c'est un truc qui dépasse largement l'autisme. Mais moi, ça m'intéressait plus d'aller parler de ces dimensions-là. Je me suis même identifié plusieurs fois lorsque tu racontes des anecdotes au collège ou à l'école primaire. Voilà. Alors, en même temps, pendant que moi, par exemple, à 4 ans, je coupais des vers de terre en deux dans la cour de récré de l'école maternelle. Je tournais des roues. Voilà, tu tournais des roues et tu te demandais aussi comment pouvoir retourner au centre de la Terre ou au moins dans le corps de ta mère. Donc on n'avait pas les mêmes questionnements, mais plus tard au collège, notamment au sujet de l'exclusion, c'est pas forcément on n'est pas que lorsqu'on est autiste qu'on est exclu complètement. Il y a plein de quoi. prétextes qui amènent l'exclusion. C'est plus facile qu'on le croit de se trouver exclu d'un groupe. Ouais. Je dois accepter ce monde qui n'est pas le mien. Je n'ai pas le choix. Sinon, Hugo finira lui aussi dans la terre noire. Comment as-tu vécu la sortie du Petit Prince Cannibale, donc le livre de ta mère qui parle de... Alors moi, je l'ai vécu de façon très pragmatique, parce que je suis plutôt pragmatique dans la vie. C'est que ma mère, elle a rien écrit pendant 10 ans, de mes 10 premières années, pour complètement se consacrer à mes problèmes, à me sortir de l'enfermement. Et à se battre pour que je sois accepté en milieu scolaire, tout ça, puisqu'ils voulaient tous me foutre à l'hôpital. Et donc du coup, elle a dû renoncer à tout, toute vie sociale, toute vie professionnelle. Et donc rien écrire pendant 10 ans. Pour un écrivain, ne pas écrire, c'est une souffrance. Après, les écrivains aussi peuvent écrire aussi dans la souffrance des fois, mais c'est encore pire quand tu n'écris pas. Et en fait, du coup, au bout de 10 ans, ma mère finalement sort à un moment donné Le Petit Prince, quand ça commence un peu à aller mieux pour moi. Elle raconte cette histoire, elle raconte notre histoire. Elle a sorti un autre aussi qui s'appelle surtout Ne dessine pas un mouton, malheureusement qui n'a pas eu beaucoup de succès éditorial. Mais donc elle sort Le Petit Prince et qui se vend à 100 000 exemplaires. Et elle a toujours fait très attention à, tu vois, par exemple, je porte pas le même nom dans Le Petit Prince, tout ça. Enfin, elle m'a pas du tout utilisé dans la promo, tout ça. Enfin, elle m'a vraiment, elle a fait attention à ça. Et donc, du coup, moi, je me suis jamais senti, tu vois, exposé, tu vois, publiquement. Enfin, pas du tout. Et surtout, c'est que quand j'ai su que le livre se vendait beaucoup, que c'était un de ces livres qui se vendait mieux, je me suis dit, bon, elle a passé 10 ans de ma vie, 10 ans de sa vie à se consacrer à moi sans rien faire, mais résultat, elle sort un bouquin qui se vend très bien, donc en fait, ça m'a enlevé beaucoup de culpabilité, finalement, mais juste sur les chiffres. En tout cas, oui, elle l'a écrit quasiment pour le même besoin que toi, tu as écrit le tien, du coup. Oui, c'était ça, mais de toute façon, ma mère m'a toujours dit, je pense que beaucoup d'écrivains seront d'accord, qu'on n'écrit que par nécessité. Il y a une nécessité de le faire. Si tu n'écris pas par nécessité... S'il n'y a pas une nécessité profonde, un besoin de le faire, je ne pense pas que ça vaille forcément franchement la peine. Ouais, tu as écrit ton premier roman qui était autobiographique. Ton deuxième, apparemment, le sera aussi. Oui, ce sera la suite. Donc quel est ton rapport à l'imaginaire? Est-ce que tu pourrais avoir des romans en tête? Ouais, j'en ai. En fait, moi j'ai très envie ensuite, après cette deuxième autobiographie, de partir dans la fiction.
parce que déjà j'ai pas envie de passer ma vie à faire mon autobiographie. Je veux dire, après, si j'en une troisième, j'ai raconté quoi, les 2 ans qui seront passés entre la sortie du deuxième, enfin non, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est ce que fait Christine Angot, ça. Oui, voilà, c'est ça. Non, moi j'ai plutôt envie, après j'ai envie d'aller vraiment dans la fiction. Dans la fiction, et de toute façon, quand un auteur écrit de fiction, il y a aussi toujours une part de lui, une part autobiographique, mais sauf que au niveau de la forme, j'ai envie de quitter l'autobiographie après celui-là et de m'aventurer dans la fiction, puis on verra bien comment ça se passe. Est-ce que tu es un grand lecteur du coup? J'ai mis du temps à lire parce que j'étais assez dégoûté à l'école par la lecture. L'école m'a beaucoup dégoûté de la lecture dans la façon dont on abordait les textes, l'analyse qu'on y plaquait dessus. Finalement, c'était une manière de mettre des grilles qui étaient un peu toujours les mêmes. Et donc j'ai mis beaucoup de temps, donc j'étais très éloigné des livres. Alors, pourtant j'étais dans une famille où il y avait beaucoup de livres, où vraiment il y avait accès et tout ça, mais l'école m'a un peu éloigné de ça. Je me suis remis à lire en fait quand j'ai pratiqué le théâtre, parce que à un moment donné déjà il faut lire les pièces que tu joues, faut lire après si tu es un peu curieux, tu vas lire un peu, je sais pas, les choses qui ont un rapport avec la pièce pour te voir dans quel contexte ça se passe, où tu vas te prendre des renseignements, enfin tu vas faire ton enquête sur ton rôle, enfin ton rôle de comédien. Et en fait c'est le théâtre qui m'a amené après tu vas lire, mais pas que du théâtre, enfin à être plus curieux de ça et à être capable de plus avoir peur, de plus avoir l'appréhension de me jeter dans un livre, tu vois. Voilà. C'est quand tu as enlevé la méthode en fait qu'on a ouais, c'est ça, le regard en fait, le regard qu'on nous demande d'avoir sur justement un objet artisanal ou sur l'art ou sur un regard très formalisé, très formaté même, très formel, où on s'empêche de se faire surprendre en fait, de se faire surprendre. On empêche de se faire surprendre par justement quelque chose qu'on va lire, on nous empêche ça. Et ça, moi, c'est parce qu'on nous apprend à l'école de toute façon à être. Voilà, c'est ça. Ouais. Je deviendrai le général en chef de l'école. Et après l'école, ce sera la France. Et après la France, le monde. Et ensuite l'univers. Comment as-tu renoncé à ta prise de pouvoir? Et est-ce que tu y as renoncé? Non, je dirais plutôt que ça a changé d'endroit. Je dirais que... Tu as voulu être président, empereur du monde. Quand j'étais petit, je voulais être président de la République, tout ça. Enfin, bon, il y a bien d'autres gamins qui veulent être pape ou je sais pas quoi, ou chef des pompiers, ou j'en sais rien. Mais empereur du monde, moins. Voilà, empereur du monde, ouais, moins. Mais disons que quand je suis arrivé à l'école, et que j'étais que j'étais exclu, émissaire, j'ai très vite vu les organisations de pouvoir dans les groupes. Les organisations de pouvoir, tu vois, ne serait-ce que dans le cours de récré, qui avait le pouvoir, qui avait gérait un groupe de copains, qui était un peu au-dessus de la pyramide, qui tenait le terrain, que ce soit la hiérarchie avec les profs, tout ça. Enfin, j'ai vu que en fait, le pouvoir était partout, qu'il y avait toujours un... Et du coup, moi, je me sentais en bas de l'échelle de tout ça, parce que j'étais l'exclu, celui qui était la victime du pouvoir des autres, et qui n'avait pas de pouvoir, car différent. Et je me suis dit, mais en fait, la seule solution pour que je m'en sorte là-dedans, c'est de prendre le pouvoir. Et donc du coup, c'est comme ça que de la maternelle au collège, j'étais dans une optique, il faut que je prenne le pouvoir. Et donc ça s'est soldé par une élection magistrale de délégué de classe en 4e, où j'étais le plus détesté de tous et je suis arrivé à être le mieux élu de tous. Et puis ensuite, quand je suis rentré au lycée, tout ça, là, c'était un peu différent, c'était plus une forme de prise de pouvoir sur moi-même. Finalement, et c'est là où je suis devenu comédien, une forme de prise de pouvoir sur moi-même pour devenir insoupçonnable. Voilà. Et puis après, le pouvoir, il s'illustre différemment en fonction des cercles où tu vas. Y a toujours des prises de pouvoir. Tu vas sur un projet de théâtre, en principe, le pouvoir est censé être metteur en scène, mais bon, des fois ça se passe pas comme ça. Il y a toujours. Après, des fois, ça peut bien se passer. En fait, dans un groupe qui travaille ensemble où ça se passe bien, c'est quand les rapports de pouvoir sont clairement définis. S'il y a une ambiguïté, il va toujours y avoir un moment où il y aura un combat de pouvoir à un moment donné. Parce que. Et donc le pouvoir, c'est forcément une problématique à laquelle je m'intéresse. Je m'intéresse aussi dans le sens aussi purement politique aussi, tu vois, que j'observe cette scène-là. D'ailleurs, si je fais une fiction, je pense que je partirais dans une fiction politique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces de théâtre qui parlent de ça. Par exemple, évidemment, les pièces politiques de Victor Hugo, tu vois, Pente-Marie Tudor, ou Shakespeare, tu vois, les histoires de Richard III, tout ça. Enfin, le pouvoir c'est un truc qui est tellement présent dans tous les groupes, les échelles humaines, toutes les cellules humaines, que ce soit une famille, la cellule familiale, qui est la cellule, on va dire, de base sociétale, la
famille quelle qu'elle soit, hein, monoparentale, homoparentale, tout ce que tu veux, bref, la famille, et les institutions, ça commence à l'école, les entreprises, l'univers du travail, tout ça, et même les groupes d'amis. Formel, il y a toujours des fois, même dans une soirée, une forme de prise de pouvoir, une prise de parole ou tout ça, enfin quelqu'un qui va un peu plus mener la barre, qui va être l'élan. Il y a plein de pièces de théâtre qui parlent de ça. En fait, c'est un berceau dramaturgique gigantesque, le pouvoir. Tu peux raconter des tas d'histoires intéressantes avec ça. Ça concerne vraiment plein de tableaux. Et pour moi, c'est un des berceaux dramaturgiques moi, qui m'intéresse le plus, parce que dans tous les êtres humains sont concernés par ça. Tous. Ouais. Et tu crois que cette notion de pouvoir t'intéresse parce que tu as toujours essayé d'analyser Elle m'intéresse parce que en fait, j'ai commencé où moi j'étais au bas de l'échelle par rapport à ça, c'est-à-dire que le pouvoir était, tous les pouvoirs étaient contre moi finalement, j'étais écrasé par ces pouvoirs-là, et inévitablement j'étais obligé d'être dans un processus de prise de pouvoir. Dans le sens de ne pas être victime du pouvoir des autres. Et donc du coup de prendre finalement une forme de pouvoir, alors des fois sur les autres, des fois une forme de pouvoir géré par l'illusion. Le pouvoir se gère par l'illusion. Le pouvoir, c'est comme une ombre. C'est basé sur un jeu. Et tu peux très bien prendre le pouvoir sur des choses complètement creuses. Avec de la démagogie. Avec de la démagogie. Bon, tu vois, par exemple, le tableau politique, y a beaucoup de... Ça commence par de la communication aujourd'hui. Et après, on fait comme s'il y avait du contenu, où on met le contenu qui nous arrange. Mais on part finalement d'un théâtre communicationnel. Des mots se bousculent dans ma gorge. Je dois les sortir. J'ouvre ma bouche qui ne parle pas et je dis: Qui es-tu? Qui es-tu? Ta première fois, il me semble, à l'écran, devant la caméra, c'était devant la caméra de ton ami, d'un de tes amis, pour Hugo parle de Sylvestre. Ouais. Est-ce que c'était un déclic dans ta vie? Oui, c'était un déclic énorme. C'était un déclic énorme parce qu'en fait, là, c'est vraiment la naissance du comédien. C'est-à-dire que j'arrive après mon élection, mon mandat de délégué au collège, qui était un collège difficile, et ça marchait pas très bien. Et donc ma mère m'a retiré de ce collège en milieu d'année, en 4e. Et là, j'arrive, donc on me change de collège, et dans ce nouveau collège, il y a quelqu'un qui s'appelle Sacha Wolf, qui est le fils nos parents se connaissent. Et donc lui, il était dans une classe, dans sa classe de 3e, ils étudiaient le livre de ma mère qui était sorti, donc Le Petit Prince Cannibale, qui était sorti 2 ans plus tôt, qui avait eu le prix Goncourt des lycéens, et donc il devait faire un exposé dessus. Et lui avait déjà se sentait des envies de réalisation, et donc il s'était dit, plutôt que de faire le compte-rendu de lecture qu'on attend de moi, je vais carrément, vu que je peux l'avoir sous la main, les filmer Le Petit Prince Cannibale en personne et l'interviewer. Et alors il arrive, il me propose ça. Et comme un jeu en fait, en gros on va jouer avec une caméra, je vais t'interviewer, on tourne comme ça pendant 4 jours. Et on rigole parce que là, je me retrouve quelque part dans une situation d'interview, tu vois, comme ça, mais aussi à jouer mon propre rôle parce que le film a continué. C'est-à-dire que le film, pendant 15 ans, on n'a pas arrêté de filmer. C'est-à-dire qu'on a fait des fictions après, tu vois, des fictions de jeunes types de 17 ans, voilà, avec les caméras qui arrivaient, le numérique arrivait, donc les caméras étaient de plus en plus accessibles. On a commencé en analogique et puis ensuite, avec le numérique, on arrivait de plus en plus, tu vois, à trouver. Et en fait, en 15 ans, ce film qui a duré 15 ans, on ne savait pas où on allait, mais si ce n'est que lui devenait réalisateur et moi comédien. Et après ce film, il est devenu un film qui s'appelle Julien Hugo, qui existe maintenant, qui a été fait, là, produit avec le CNC, tout ça, et en 52 minutes, on a condensé ces 15 ans de nos vies, et ce film raconte finalement, c'est pas seulement un portrait, parce que c'est vrai que c'est moi que tu vois à l'écran, tout ça, mais ça raconte vraiment la rencontre de 2 copains, parce qu'on a le même âge. Ce qui est intéressant, c'est qu'il me filme, moi j'ai 13 ans, mais lui il a 14 ans, et pendant tout le film, on grandit ensemble, sa voix change, on grandit tous les deux, sa manière de filmer change. Le film a aussi un côté organique où il change, parce que au début c'est en analogique, après c'est en numérique, après c'est en 4K, enfin, le film en fait, c'est une espèce de témoignage aussi où le film grandit. Le réalisateur grandit, le comédien grandit, enfin, ça raconte, en fait, ce que raconte le film, c'est la rencontre, c'est une rencontre. Ouais. Je ne défèque pas! Arrête de parler dans ma tête! Quand les gens vont faire caca,
Ils s'enferment toujours. C'est sûrement qu'ils doivent avoir un secret. Et tu as commencé du coup après ça au théâtre avec du Tchekhov. Qu'est-ce qui te plaît dans son œuvre et notamment dans Platonov que tu rêves de jouer? Ah alors, Platonov, ce que j'aime, j'ai eu l'occasion de travailler Platonov en cours avec Pierre Debauche. Et ce que j'aime dans Platonov, là où je me trouve des résonances avec lui, c'est que c'est un personnage qui est dans un décalage permanent. C'est une pièce en 5 actes, et pas en 5 actes, le type il est complètement décalé avec tout le monde avec lequel il vit. C'est un décalage qui le rend dans une grande solitude, qui le met en permanence à 2 doigts du bonheur, comme beaucoup de personnages dans Tchekhov, qui sont à 2 doigts du bonheur, tu vois, on est à 2 doigts, mais ça pourrait prendre, mais ça prend pas. C'est un personnage qui fuit, qui est désespéré de la médiocrité aussi du monde, qui est désespéré de la médiocrité et qui fuit ça, et qui vit dans un monde médiocre, et qui veut s'évader de ça. Et à la fin, de toute façon, il s'évade malgré lui, puisqu'il meurt, il se fait tuer. Mais voilà, moi, ce qui me plaît surtout en Platonov, c'est ça, c'est ce côté décalage, qui m'est, moi, personnellement, très familier, parce que moi, je cherche à fuir la médiocrité en permanence. C'était mon optique absolue quand j'étais à l'école. Je me sentais prisonnier dans une forme de médiocrité qu'on voulait m'imposer. Et puis, aujourd'hui, je me débrouille vraiment pour y être confronté le moins possible. D'ailleurs, on te reprochait de parler avec un langage soutenu. Ouais, par exemple, c'est vrai. Tu vois, ça, j'ai jamais. Aujourd'hui, toujours, je comprends pas, même si je comprends que c'était un décalage. Là, on est dans un décalage. Mais par exemple, oui, au collège, alors tu vois, j'avais déjà du mal à parler. Au collège, j'étais pas encore tout à fait prêt au niveau de ma présentation. Enfin, on voyait qu'il y avait quelque chose. Et donc, je me dis, puisqu'il faut parler, le but c'est de parler, d'accord, je vais parler, mais je vais parler très bien, je vais mettre la barre haut. Et à l'école, notre prof de français nous explique la différence entre le langage familier, le langage courant, le langage soutenu. Et moi, je me dis, je vais parler langage soutenu, je vais parler de façon soutenue, et donc je me mets à parler de façon soutenue. Et à un moment, ça crée quelques problèmes. Je me fais remarquer, et donc la prof de français convoque ma mère, et lui dit, madame, il y a un problème, votre fils parle un langage soutenu, ce serait bien qu'il cesse et qu'il se mette au niveau de ses camarades. Et là, j'ai pas compris. C'est la prof de français, il nous incite à parler, même en cours, elle nous avait dit, ça serait bien que vous fassiez des efforts, arrêtez de beugler dans la cour comme ça. Et moi, on me dit, non, faut te mettre au niveau des autres. Bon, ça s'appelle le nivellement par le bas, ça s'appelle l'enseignement de la médiocrité. Il faut être moyen, quoi. Faut être moyen. Au ch'ti à Ibiza, à la télé. Ouais, voilà, c'est ce genre de choses. Et moi, aujourd'hui, toujours, je suis en colère contre ça. Toujours, je suis en colère contre ça. Pourquoi ça dérangeait la prof de français que je parle de façon soutenue au collège, tu vois? J'ai essayé de relever le niveau. Et qui t'inspire d'autres au théâtre, mis à part Tchekhov, du coup Il y en a plein. Moi, Shakespeare, évidemment, énormément. Enfin, Shakespeare, moi, j'adore. Victor Hugo aussi, beaucoup. Moi, ce que j'adore, c'est les vers romantiques dans Victor Hugo. Ce que j'aime dans les vers romantiques, j'aime beaucoup les vers classiques de Racine, mais moi, le vers romantique, ce qui m'attire aussi, il y a une respiration dedans que j'aime. Une façon dans les... La façon dont ils sont découpés, les personnages ont vraiment une respiration. Le langage chez Victor Hugo est créé aussi avant tout par vraiment la respiration, comme dans beaucoup de personnages, mais j'aime beaucoup la respiration des vers romantiques, le langage qu'ils donnent aux personnages, ça donne vraiment une identité, ça j'aime beaucoup. Et puis Shakespeare, ça c'est vrai que je suis un inconscient de Shakespeare, tu peux vraiment tellement partir loin, tu peux tellement... c'est ce genre de pièce, tu sais que dans les siècles qui vont suivre, elles seront encore là. Tu vois. Et pour finir, je vais te poser une question que j'ai posée à quasiment tous les interviewés de la tête de l'artiste. C'est donc pour Proudhon, l'art est la représentation idéaliste de la nature et de nous-mêmes en vue du perfectionnement physique et moral de notre espèce. Qu'en penses-tu? En vue du... Alors, peut-être que je dirais, finalement, quand j'écris... livre, quand je produis quelque chose ou quand je vais jouer au théâtre, on veut toujours, en tout cas on est porté par quelque chose, on se dit, là avant tout il faut les divertir, le but c'est les divertir, sinon tu fais quelque chose de, ça devient un truc pédagogique ou c'est pas le but, donc divertir, mais aussi de faire
grandir, d'instruire. Ça, c'est la phrase de Molière, divertir et puis instruire peut-être, quoi. Et donc, tu espères que les gens qui viennent te voir, ça va les amener quelque part, c'est pas de leur faire passer une idée, c'est pas d'être un discours politique. Au contraire, les gens qui vont sortir du spectacle, l'intérêt, c'est que le lecteur, ils auront chacun lu un livre différent. Si tu fais 300 spectateurs un soir, les 300 vont ressortir, ils n'auront pas vu le même spectacle. Et le but, c'est de les grandir, enfin, que ça les amène, que ça puisse les amener sur une question qui va peut-être les rendre meilleurs. Peut-être. Et c'est en ça où je peux où je peux rejoindre un peu ce précepte-là, dans le côté perfectionnement de l'âme humaine. Mais pas dans les perfectionner, parce que moi j'ai un peu de mal avec tout ce qui est dans la perfection, tout ça. Bon, ça, c'est des terrains dont je me méfie, mais en tout cas de grandir l'âme, ouais. Je rejoins un peu la citation dans le côté, ouais, le but c'est de grandir l'âme de celui à qui tu donnes ton histoire. Ouais, ça fait partie en tout cas de ma démarche. Très bien. Et Hugo, merci de nous avoir ouvert ta tête d'artiste. Au plaisir. Et bonne route à toi. Merci.